Je ne présente pas, c'est une prétérition, Jacques Livage, hein, puisqu'il va se présenter lui-même. Il est professeur de chimie au Collège de France et il va nous faire un panorama sur la matière. C'est moi qui ai choisi un sujet qui n'est peut-être pas si scientifique que cela, puisque le concept de matière est un peu un concept repoussoir pour les chimistes. En tout cas, si je me fie à ce que raconte Michel Serres, lorsqu'il faisait cours sur la matière dans ses cours d'épistémologie ou d'histoire des sciences, il expliquait qu'il y avait quasiment plus de livres sur la matière après le début du XXe siècle. Voilà. Bon, c'était une boutade pour dire que le concept de matière n'occupait pas beaucoup les scientifiques, mais en revanche, les molécules, les électrons, les atomes, enfin, et les particules plus fines encore. De tout cela, Jacques Livage va parler. Donc je vais passer la parole à Jacques. Bien. Bon, la matière. L'histoire, en fait, de la matière a commencé il y a presque 14 milliards d'années. Après le Big Bang, il y a eu une énorme explosion. Et depuis, l'univers est en expansion. Et comme vous voyez, il y a différentes étapes et progressivement, l'univers s'est formé au cours de ces 13,7 milliards d'années. Alors, il s'est formé comment? De façon un petit peu hétéroclite, c'est-à-dire qu'on a commencé donc par le Big Bang, et puis dans la première seconde sont apparus le début de la matière, les premières particules élémentaires, c'est-à-dire les quarks, les électrons, les neutrinos. Ils sont apparus donc dans la première seconde qui a suivi. J'ai noté quand il y avait des prix Nobel, qui voyaient que c'est quand même pas très ancien. Et ensuite, première 3 minutes, ces quarks se sont assemblés pour faire des protons, des neutrons. Et puis ensuite, il a fallu attendre pas mal de temps. Pour que les atomes se forment. Il a fallu attendre à peu près 300 000 ans. Au bout de 300 000 ans, les atomes ont commencé à se former. Ils sont formés pourquoi? Parce que l'énergie, la température était tombée suffisamment basse pour que les électrons restent dans le champ du noyau. Auparavant, ils étaient complètement ionisés et chacun vivait sa vie. Et alors à ce moment-là, l'univers est devenu radiatif, il a émis la lumière, et la lumière qui est sortie de l'univers à ce moment-là, on la retrouve encore. Elle a été prévue en 48, vous voyez, et découverte en 65, et c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est-à-dire cette lumière qui s'est échappée de la matière à ce moment-là où les atomes se sont formés. Et puis la dernière étape, l'ère stellaire, c'est-à-dire que ces nébuleuses qui contenaient de la matière dispersée un petit peu partout, ont commencé, sous l'effet de la gravitation, à se rassembler pour finalement faire les astres, les planètes, les galaxies. Et donc voilà un petit peu en raccourci, sur quelques milliards d'années, l'histoire de la matière. Et donc on arrive au système, par exemple, solaire que l'on connaît maintenant. La matière, c'est quoi? La matière, du temps des Grecs, il y avait plusieurs hypothèses. Il y avait l'hypothèse de Démocrite qui disait ce sont des atomes, et puis l'hypothèse d'Aristote qui disait non, pas du tout, la matière c'est 4 éléments, et je vais un petit peu raconter ça. Les 4 éléments, c'était le feu, l'air, la terre et l'eau. Avec ça, vous faites la matière. Vous faites la matière avec tout ça, et pour les représenter, parce qu'on a toujours besoin de mettre un symbole derrière une idée, on s'était référé aux solides de Platon. Alors, solides de Platon, j'ai décrit ici les solides en question. C'est des solides où toutes les faces sont les mêmes, et c'est soit des triangles, soit des quadrilatères, soit des pentagones, soit des hexagones. Certains de ces solides de Platon étaient censés représenter les éléments. Alors, par exemple, le feu, c'était le tétraèdre, l'air, le gaz, c'était l'octaèdre, l'eau, c'était l'icosaèdre, la Terre, c'était le cube, et puis l'univers, c'était le dodécaèdre. Donc vous voyez, il y avait une représentation, je dirais, géométrique de l'univers et de la matière à cette époque-là. D'ailleurs, pendant pas mal de temps, les planètes elles-mêmes du système solaire étaient représentées par des symboles qui étaient des solides de Platon. Et puis il y a eu la théorie atomique, que vous connaissez bien, par Démocrite, qui s'est dit non, pas du tout, la matière c'est formé de petits grains, des atomes, c'est marqué ici, qu'on ne peut pas diviser, c'est ces petits atomes qui vont former la matière. Alors par exemple, si on a un solide, pourquoi? Parce que les atomes, ils sont tout ronds, mais ils ont des petits crochets, et les crochets s'accrochent.
Et donc le solide, ben, c'est quelque chose qui est solide. Par contre, un liquide, il reste tout rond et puis ils vont glisser les uns sur les autres et on va avoir quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, c'est des représentations qui ne sont pas encore très sophistiquées. Les atomes, donc à donner les éléments que l'on connaît, il y en a une bonne centaine d'éléments dans le tableau périodique, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces éléments, finalement, on ne les connaît pas depuis tellement longtemps. À savoir qu'au début du XVIIIe siècle, on connaissait qu'une douzaine d'éléments, ceux qui sont en jaune ici. Le reste du tableau périodique, on ne connaissait pas. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était de découvrir ces éléments. Et ça a été un petit peu le début de la chimie. Début de la chimie, qui est la science de la matière, à proprement parler, et science de la matière avec deux aspects. C'est ça que je trouve très joli dans la chimie. C'est que le premier aspect, c'est de comprendre comment est faite la matière. Ça va être donc la recherche, la découverte des atomes, des éléments. Et la deuxième, c'est de créer la matière, de fabriquer de la matière. Donc vous voyez, il y a ce double aspect, comprendre et créer. Alors c'est pour cela qu'au début, en fait, la chimie est une science relativement récente, 18e siècle, hein, pas plus, et les premiers chimistes ont simplement cherché à découvrir les nouveaux éléments. Donc vous avez le chrome et le beryllium par Vauquelin, le cobalt par Thénard, le brome par Ballard, etc., etc. Et ça a été le début. Et ça a été aussi le passage de l'alchimie, qui était bien plus vieille, à la science même, qui était la science chimique. Et par exemple, voilà l'histoire de l'oxygène avec Lavoisier. On pensait à l'époque, on décrivait la chaleur comme étant le phlogistique. Phlogistique, pourquoi? Ben, c'est le feu en fait. Hein. Vous représentez la chaleur, et vous aviez des bouquins très sérieux, hein, par des scientifiques qui sont bien connus, sur l'air, le feu, le phlogistique. Alors pourquoi? Quand vous brûlez une bûche, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez sortir du feu. Ben, si le feu sort de la bûche, c'est qu'il était dedans. Donc cette combustion est décrite comme le fait qu'un gaz, un élément, le phlogistique, le feu de tout à l'heure, hein, qu'on avait décrit, sortait de la bûche. Ça paraît un petit peu bizarre. Il a quand même fallu attendre assez longtemps que quelqu'un comme Lavoisier dise, mais fasse des mesures. Et puis regarde, par exemple, quand on chauffe un bout de fer, qu'est-ce qui se passe? Ben, il s'est aperçu que la masse augmentait. Ben, si la masse augmente, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui s'en va. C'est qu'au contraire, il y a quelque chose qui arrive. Et ça arrive, c'était l'oxygène, d'où la découverte de l'oxygène. Vous voyez un petit peu comment on arrive à découvrir des choses en observant simplement les choses. Et voilà par exemple le tableau qui vous donne l'époque, le siècle à lequel les différents éléments ont été découverts. Donc vous voyez qu'il a fallu quand même pas mal de temps, et qu'en particulier des éléments aussi faciles que l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, le zinc, bah c'est quand même au début du 18e, pendant le 18e siècle, ça a été découvert. Avant, on ne les connaissait pas. Et puis vous voyez, le silicium, calcium, il a fallu attendre le 19e siècle. Donc ça a été toute une période de l'étude de la matière qui consistait à essayer de découvrir de quoi elle était faite, quels étaient les éléments qui étaient derrière. Et avec le tableau périodique de Mendeleïev, donc la fin du 19e, on dispose en fait d'un tableau qui vous donne tous les éléments, et avec ces éléments, on va pouvoir fabriquer la matière. On a les briques qui vont être nécessaires pour arriver à fabriquer la matière. Alors fabriquer la matière, comme un musicien, avec les 7 notes de la gamme, va composer une symphonie. Donc il y a une forte analogie entre la chimie et la musique. Bien, donc la chimie a viré, et c'est devenu une science de la synthèse et non plus une science de l'analyse, et en particulier, ben, c'est l'ouvrage de Marcellin Berthelot où il a décrit la chimie organique fondée sur la synthèse. Donc maintenant, on va fabriquer, on va créer la matière. Et ça, c'est important. Alors, ça a été le début de la chimie de synthèse, et en particulier, le début important, ça a été la découverte d'un colorant qui s'appelle la movéine, par Perkin, et c'est très important parce que c'est là que ça a démarré, et en particulier, c'est avec ça qu'a démarré l'industrie chimique. Donc les colorants de synthèse, jusqu'à présent les colorants c'était des plantes, des animaux, etc., des produits naturels, les colorants de synthèse ont complètement envahi le marché, et ça a été le démarrage de l'industrie chimique. Bien, la matière, si vous regardez un petit peu ce que j'ai raconté, elle se trouve, on peut la décrire à différents niveaux. Alors je les ai représentés ici, c'est le noyau de l'atome. À ce moment-là, les particules élémentaires, ce sont les nucléons, les protons, les neutrons dont j'ai parlé tout à l'heure. Les molécules, la chimie, la matière à notre échelle, je dirais, ce sont les atomes qui sont unis par la liaison chimique. Au niveau des galaxies,
ce sont les astres, les étoiles, les planètes qui sont unis par la gravitation. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la matière, à différentes échelles, c'est des objets, et des objets qui s'attirent les uns les autres, qui s'attirent de façon à former quelque chose de cohérent qui va être la matière. Alors dans le cas qui nous intéresse le plus ici, qui est la matière, je dirais, à notre échelle, les molécules, les solides, tous les objets qu'on manipule ici, ce sont des atomes qui vont être unis par la liaison chimique. Alors ça, c'est très important, parce que ça veut dire que les constituants élémentaires de la matière ne sont pas indépendants, s'attirent les uns les autres, et s'attirent selon certaines lois physiques, ce qui veut dire qu'ils vont s'arranger de façon ordonnée. Il y a un programme là derrière, ça ne va pas être en désordre. Et ça va être très important, en particulier quand on va arriver au vivant. Alors, le chemin que je vous propose de faire, c'est simplement celui-ci maintenant. C'est le schéma d'un chimiste. C'est de partir de l'atome et de rassembler les atomes pour faire des molécules ou des solides. Donc, la matière telle qu'on la voit. Et je vais prendre deux exemples. Je ne vais pas prendre tout le tableau périodique, je vais simplement prendre deux exemples, le carbone et le silicium. Ça ne peut pas être plus simple, tout le monde connaît carbone, tout le monde connaît silicium. En plus, si vous vous souvenez un peu du tableau périodique, ils sont juste l'un en dessous de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés très voisines. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Le silicium, ça donne les silicates, les roches. 90 ou 97% de l'écorce terrestre est formée à partir de silicium. Et le carbone, ça donne les molécules organiques et ça donne le vivant. Donc vous voyez, deux atomes très très proches donnent des choses complètement différentes et c'est cela qu'on va essayer un petit peu de percevoir. Donc silicium, c'est 90% de l'écorce terrestre, c'est toutes les roches que vous connaissez. C'est aussi le verre, qui est un matériau qui est très connu et très utilisé pour faire des bouteilles, pour faire des vitrages, pour faire de la laine de verre, des fibres optiques, etc. Tout ça, c'est de la silice. Alors comment s'arrangent les atomes de silicium et d'oxygène pour faire de la silice? Alors je prends des notions qui sont relativement simples. C'est l'atome de bord, c'est-à-dire qu'un atome, ce sont des électrons négatifs qui gravitent autour d'un noyau positif. On va rester à ce niveau-là. Et ils gravitent un peu comme les planètes autour du Soleil, sur des couches, sur des orbites successives, 1, 2, 3, 4. Et on peut mettre qu'un nombre limité d'électrons dans chaque couche. Pourquoi limité? Parce qu'ils sont négatifs, donc ils se repoussent. Et par conséquent, la première couche qui est autour du noyau, tout près, on peut en mettre que 2. Il n'y a pas beaucoup de place. La deuxième, on peut en mettre 8. La troisième, on peut en mettre 18. Plus il y a de la place, et plus on peut mettre d'électrons. Donc la règle, elle est simple, c'est n au carré. Donc c'est très facile à savoir. Et de cette façon, on va connaître la structure électronique de l'atome. Et de ce fait, on va pouvoir en déduire les propriétés. Et comment ça s'assemble pour faire la matière. Alors, il y a donc plusieurs couches. Et on remplit l'atome a un certain nombre d'électrons, c'est son numéro atomique, le Z du numéro atomique, et on va simplement les mettre sur les différentes couches, les uns derrière les autres. Alors par exemple, le carbone a 6 électrons, 2 dans la première couche, 4 dans la deuxième. Le silicium en a 14, 2 dans la première, 8 dans la deuxième et 4 dans la troisième. Et ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la couche de valence, c'est celle que j'ai marquée en rouge, et vous devinez pourquoi. Quand un atome va rencontrer un autre atome pour fabriquer une molécule, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont se rencontrer? C'est d'abord les électrons périphériques, bien évidemment. C'est eux qui vont servir d'interlocuteurs. Et alors, ce qui va se passer, c'est que les atomes vont pouvoir échanger des électrons, ceux de la couche en rouge, et ils vont échanger soit pour perdre des électrons, ils vont en donner, soit ils vont en récupérer. Et ils vont perdre ou donner des électrons de façon à avoir leur couche qui soit vide ou pleine. Ça, c'est une règle intéressante. Vide ou pleine, pourquoi? Parce qu'en fait, on a donc des ions, un atome ionisé, on a des ions, et l'ion, dans ce fait, a une forme de sphère, une forme sphérique qui est la forme particulièrement stable dans la nature. Donc les interlocuteurs, ils vont s'échanger des électrons de façon à vider ou remplir leur couche. Alors si je prends la silice, donc le silicium, vous avez le silicium qui est ici, et qui a 4 électrons sur la dernière couche. La troisième qui pourrait en contenir 18. Donc soit il va donner ces 4 électrons, donc perdre 4 électrons, soit il va en récupérer 14. Ça coûte évidemment beaucoup moins d'énergie d'en perdre 4. Donc typiquement, le silicium va se combiner avec l'oxygène en perdant 4 électrons. L'oxygène est ici, il a 8 électrons, et il en a 6 dans la deuxième couche qui peut en contenir 8. Soit il en prend 2, pour finir, soit il vide en 6. Le moins cher, c'est d'en prendre 2.
Donc il récupère 2 électrons. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle la liaison ionique, où le silicium va donner 4 électrons à l'oxygène, et on va avoir l'oxyde de silicium, SiO2, 4 électrons pour silicium, 2 pour chacun des oxygènes, ça fait SiO2. Donc c'est facile. Alors maintenant, comment on va jouer? Je vais reconstituer la croûte terrestre. Je vais reconstituer la croûte terrestre, donc la silice, en prenant quoi? Des ions silicium 4+, qui sont petits, ils ont perdu leurs électrons. Des ions oxygène 2-, qui sont gros, ils ont récupéré des électrons. Donc des petits et des gros. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux sacs, un sac avec les cations et un sac avec les anions. Évidemment, quand je vais prendre un cation positif, je vais mettre des anions négatifs autour. C'est normal. Et je vais les mettre comment? Je vais les mettre tangents, puisqu'ils s'attirent. Plus, moins. Et je vais mettre tangent. Donc la seule question qui reste à résoudre, c'est combien je vais en mettre. Alors c'est une réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend de quoi? Essentiellement des tailles respectives. Alors si vous regardez ce petit schéma, là il y a la place largement d'en mettre 4. Mais là il n'y a plus la place d'en mettre 4. Je diminue, comme un ballon de baudruche, je diminue la taille du cation rouge. Donc là il n'y a plus la place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une situation critique quand tout est tangent à tout, où on passe de 4 à 3. Et ça nous permet de prévoir a priori combien il y aura d'oxygène autour du silicium. Alors c'est en fait de la géométrie extrêmement simple. Si on regarde un petit peu, 4 oxygènes ici dans le plan, un au-dessus, un au-dessous, ça veut dire qu'il y a 6 oxygènes autour du silicium. D'accord? Eh bien, vous voyez que là, c'est le théorème de Pythagore, je remonte toujours au grec. Le théorème de Pythagore, il est facile d'en déduire les rapports de le rayon du cation sur le rayon de l'anion. Et c'est racine de 2 moins 1. Bon, je ne vais pas refaire les calculs, mais c'est facile pour chacune des coordinances, de 3, 4, 5, 6, etc., oxygène autour, de déterminer par de la pure trigonométrie très simple, de déterminer quel est le rapport des rayons. Et dans le cas, donc, vous pouvez faire un tableau comme ceci, où il y a 4 voisins, 6 voisins, 8 voisins, selon que les rapports sont dans les fourchettes qui sont ici. Alors, dans le cas du silicium, c'est simple, il y a 4 oxygènes autour du silicium. Alors, 4 oxygènes, ça veut dire que c'est un tétraèdre. Alors, il y a un petit problème quand même, parce que la silice, c'est SiO2, et mon élément de base, c'est le tétraèdre, Si4. Donc, il y a trop d'oxygène. Donc, c'est chargé négativement. Alors, comment on fait? C'est pas très difficile. Là, je vais être obligé de lâcher un petit peu le micro. Vous prenez vos 2 tétraèdres et puis vous faites un sommet commun. À ce moment-là, l'oxygène qui est au milieu, il compte pour un demi à gauche, un demi à droite. 4 oxygènes qui comptent pour un demi, ça fait SiO2. Donc le tour est joué. Et le tour est joué à condition d'avoir des sommets communs. Et alors après, je dirais qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est toute la cristallochimie des silicates. Alors je vais prendre quelques exemples. Par exemple, supposons que les tétraèdres s'enchaînent les uns les autres, comme ceci. Ça va faire des fibres. Faire des fibres, le minéral qui est derrière, c'est l'amiante que vous connaissez bien. On peut tirer l'amiante, j'en ai même ici, je ne sais pas si je peux passer les échantillons ou pas. Oui. Vous regardez, ça ressemble à un caillou, mais vous pouvez détacher les fibres les unes des autres, simplement avec l'ongle. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des liaisons fortes le long de la fibre, c'est donc une fibre, mais il y a des liaisons faibles entre les fibres. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre les tétraèdres sur une table, et donc de faire un plan, et puis des feuillets. Et donc on va avoir une structure en feuillet. C'est par exemple le cas du mica. J'ai une belle collection de minéraux. Et vous regardez, de loin ça ressemble toujours à un caillou, mais vous pouvez arracher les feuilles de mica les unes par rapport aux autres. Alors ça c'est important. Juste une chose, j'ai dit il faut mettre les tétraèdres avec des sommets communs, et je n'ai pas obéi parce que vous voyez bien qu'ici il y a des sommets qui n'ont pas de partenaire. C'est-à-dire que c'est chargé négativement. Chargé négativement, ça veut dire simplement qu'il faut rajouter des cations, du fer, du magnésium, du cuivre, ou des choses comme ça. Alors ça, c'est quand même très important, cette structure-là, parce que, vous voyez, c'est des feuillets qui peuvent se séparer facilement, et c'est typiquement la structure de l'argile, qu'on trouve couramment dans les sols. C'est la structure de l'argile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argile, si vous mettez de l'eau va se glisser entre les feuillets, ça va vous donner une pâte. Vous savez bien que quand il pleut, l'argile, ça fait de la boue, ça glisse.
Ben, c'est simplement à cause de cette structure en feuillet. Alors ça glisse, et puis quand ça sèche, l'eau s'en va, et ça, il y a un retrait, et c'est des choses qui arrivent parfois quand on construit une maison dans un terrain argileux, ben, elle peut s'effondrer à bout d'un certain temps à cause de ces gonflements de l'argile. C'est aussi quand on va faire de la poterie. Pour faire de la poterie, donner de la forme, vous prenez de la terre, de l'argile, bon, c'est de la terre, vous mettez de l'eau, ça fait une pâte, et vous pouvez mettre en forme, et ensuite vous chauffez au four. Très important aussi au point de vue des végétaux. Parce que les végétaux, ça va récupérer le carbone, etc., par la photosynthèse, donc l'oxyde de carbone qui est dans l'air. Mais toute la partie minérale des végétaux et de l'humain, qui va manger de la salade, etc., le fer, le magnésium, ça vient comment? Ben, ça vient par ces ions minéraux que j'ai représentés en rouge tout à l'heure, qui, lorsqu'il pleut, l'importance de l'humidité et de la pluie, vont glisser entre les feuillets et vont pouvoir pénétrer dans les racines des arbres. C'est aussi le secret du bleu Maya. Bleu Maya, c'est un bleu très, très résistant qui est dans les structures Maya et qui est simplement fait avec de l'indigotier, c'est-à-dire de l'indigo, c'est sorti de la plante qui est ici, des feuilles d'indigo, et c'est mélangé avec de l'argile, ça fait une espèce de pâte, et c'est cette pâte qui est utilisée pour faire de la peinture. Les molécules d'indigo se sont insérées entre les feuillets. Alors maintenant, bien sûr, ben, on peut s'amuser à faire à 3 dimensions. Et si on fait à 3 dimensions, ben, on a un cristal, c'est solide dans toutes les directions de l'espace. On a un cristal qui est le quartz. Alors, qui est le quartz? Mais ce qu'on peut remarquer, ça c'est la structure. Vous voyez, les tétraèdres SiO4, les oxygènes sont en rouge, qui s'enchaînent les uns les autres. Si vous regardez un cristal de quartz, vous verrez qu'il a 6 faces. C'est un hexagone. Et 6 faces, c'est pas le hasard, c'est simplement la structure des atomes qui se répartissent comme ça selon un hexagone. Je vais vous mettre les cristaux géants de la grotte de Naica au Mexique. C'est des cristaux qui font de plusieurs mètres de longueur. C'est juste pour signaler que quand on fait des cristaux comme ça, on est quand même limité dans la taille, hein, à quelques centimètres, disons. Hein. C'est tout le problème de l'industrie électronique. Mais il y a quelques grottes parfois dans des conditions spéciales où les cristaux arrivent à être géants, mais c'est tout à fait unique. Alors pour vous montrer un petit peu, pour imager cette affaire-là, pour vous montrer comment ça va se former, ce silicate, j'ai pris l'exemple des jardins chimiques. Alors les jardins chimiques, c'est quoi? Vous prenez une solution de silicate de sodium, donc de la silice dissoute, et vous mettez dedans des petits cristaux. Et vous voyez pousser des choses extraordinaires. Alors, par exemple, vous voyez, j'ai mis des cristaux de cobalt, de nickel, etc. Et vous allez voir qu'il va se former des structures comme ceci. Mais c'est simplement le processus que je viens de raconter. C'est-à-dire le tétraèdre SiO4 qui s'enchaîne à un deuxième, à un troisième, à un quatrième. Et c'est un peu comme on fait un polymère inorganique. Vous voyez pousser toute une espèce de végétation. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu à des plantes. On peut obtenir des... Je n'ai pas fait les manipes ici, je les avais faites au Collège de France. Hein. Ça a été filmé au Collège de France pendant le cours. Vous arrivez à faire dans un bocal, hein, dans un aquarium, vous arrivez à faire des choses qui sont absolument superbes. Même parfois, regardez, on dirait presque un animal qui est en train de bouger. On est presque arrivé à la matière vivante. Là. Alors donc, c'est simplement en mettant des cristaux chlorophyriques dans cette solution de silice. Hein. Alors ça, bien sûr, ça a fasciné les gens. Alors là, c'est Thomas Mann qui a écrit un livre, prix Nobel, où il parle un petit peu justement de la manip que je viens de raconter en disant que c'était tout à fait superbe. Et il y a quand même quelque chose d'intéressant. Hein. C'est nommé Stéphane Leduc au début du siècle, qui avait écrit des livres sur la théorie physico-chimique de la vie et qui pensait avoir recréé la vie, mais une vie minérale. C'est ce qu'il disait ici, qui se trouvait réalisée par des forces physiques dirigées et contrôlées par le chimiste, des fonctions considérées jusqu'ici comme caractéristiques de la vie. On va revenir dessus. Et ça, c'est des manips récentes de l'année dernière par des Américains. C'est des jardins, c'est des fleurs, mais c'est des fleurs en silice. Donc on peut contrôler la façon, la formation de cette silice pour avoir des images tout à fait particulières. Vous voyez, mai 2013, c'est à peine un an, et c'est publié dans Science, qui est une des meilleures revues scientifiques. Hein, et on obtient des choses tout à fait jolies. Bien, ça c'était l'exemple du silicium et de la silice. On passe à l'autre partenaire dont je voulais parler, le carbone. Bien sûr, tout le monde connaît le carbone à cause du diamant.
Le carbone et le silicium, comme j'ai dit, dans le tableau périodique, c'est l'un sur l'autre, donc c'est des propriétés tout à fait voisines. Tout à fait voisines, en particulier les 4 électrons, c'est-à-dire l'aptitude à donner 4 liaisons chimiques. Par exemple, si vous le combinez à l'hydrogène, ça donne le méthane, CH4, ou le silane, SiH4. Donc c'est 2 éléments très voisins. Donc 4 liaisons, toujours exactement pour la même raison que pour le silicium, et donc la structure c'est le diamant qui est représenté ici. Donc là c'est comme le silicium, comme le silicium. Il y a une différence quand même entre les deux. Le carbone est plus petit, et donc les 2 atomes de carbone peuvent se rapprocher plus et donnent des doubles liaisons. Et c'est là, je dirais, tout le secret de la vie. Le silicium ne va donner que des liaisons simples, et donc ça va se répercuter à l'infini, les tétraèdres qui s'enchaînent, ce que j'ai montré. À partir du moment où vous avez des doubles liaisons, vous restez à l'état de la molécule. Et en plus, une molécule qui va avoir une réactivité chimique. Donc la différence entre silicium et carbone réside dans le fait que le silicium ne donne que des simples liaisons, donc des solides. Le carbone peut donner des liaisons simples, doubles, triples, et donc des espèces moléculaires qui vont être beaucoup plus réactives et qui vont déboucher tout à l'heure dans les molécules de la vie. Alors pour rester quand même dans le domaine du solide, ça va donner des structures tout à fait extraordinaires, le carbone. Par exemple, le graphite. Ça, c'est un morceau de graphite. Le carbone graphite, c'est des doubles liaisons, c'est un peu comme des benzènes qui sont étalés sur un plan, et vous avez un feuillet, un deuxième feuillet, un troisième feuillet. Donc comme l'argile de tout à l'heure, à savoir que vous avez des liaisons faibles ici, et donc le graphite c'est quelque chose qui peut se séparer en feuillets. Bon, ça c'est un matériau bien connu, naturel, etc., qui sert à faire des électrodes pour des piles, enfin bon, qui peut se séparer. Et on est arrivé à séparer les feuillets du graphite. On les sépare de façon très simple. Vous prenez du graphite et vous mettez un papier scotch, et vous tirez le papier scotch. Et le papier scotch va sortir avec un feuillet de graphite. Et ce feuillet de graphite, c'est ce qu'on appelle le graphène. Ce qu'on appelle le graphène, qui a été découvert en 2004, et ils ont eu le prix Nobel en 2010. Donc vous voyez, c'est quand même de la science récente. Alors bien sûr, le feuillet est souple, c'est pour ça que vous voyez ceci. Et ce qui était extraordinaire dans ces feuillets, c'est qu'ils sont très conducteurs. Les électrons peuvent se promener le long des plantes très rapidement, et même à des vitesses qui sont supérieures à 1000 km par seconde. C'est beaucoup plus conducteur qu'un fil métallique. Et de ce fait, il y a des applications qui sont en train de naître avec ces matériaux-là. Le problème, c'est de les fabriquer industriellement. Parce que l'histoire du scotch, c'est bien au labo. Dans l'industrie, vous ne voyez pas un gars qui va prendre un morceau de graphite et puis les coller avec du scotch à chaque fois. Donc il y a tout un tas d'applications potentielles, et même plus que potentielles, puisque ça, c'est on fait de l'électronique souple pour les smartphones et les choses comme ça, et dans laquelle toute la partie conductrice transparente, c'est un feuillet de graphène. Et ces feuillets, on peut les tirer, mais on peut aussi les enrouler. Et si on les enroule, ça va nous faire des nanotubes de carbone. Là encore, c'est des choses récentes qui ont été découvertes il y a une vingtaine d'années, guère plus. Ils s'enroulent entre eux et ils font des nanotubes de carbone. Alors soit un tube avec un seul feuillet, soit un tube avec plusieurs feuillets. Donc vous voyez qu'on peut imaginer tout un tas de la matière, de structures de la matière qui sont tout à fait superbes. Alors ça, c'est fait comment en général? C'est fait dans un arc électrique. Vous avez 2 électrodes de graphite, vous faites jaillir une étincelle électrique et ça va vous donner ces feuillets des nanotubes de carbone. Mais quand vous faites un feu de bois, il sort des fumées, et dans ces fumées, il y a des nanotubes de carbone. Encore un état du carbone. Vous voyez qu'un élément aussi simple que le carbone peut avoir des formes tout à fait extraordinaires. Les fullerenes, des espèces de ballons. Alors ça, l'histoire des fullerenes est intéressante, parce qu'en fait, ce ne sont pas des chimistes qui ont découvert cette affaire-là, ce sont des astrophysiciens. Des astrophysiciens qui regardent un petit peu comment se passe la vie et la mort des planètes, et en particulier de ce qu'on appelle les géantes rouges, c'est-à-dire qu'au moment où le Soleil, enfin l'astre, l'étoile, a consommé tout l'hydrogène qui fournit l'énergie, va se transformer en hélium puis en carbone, à ce moment ça explose, etc. Donc on a décelé qu'il y avait des carbones par radioastronomie, mais on ne savait pas quelle était la nature des grains de carbone qui étaient dans ces géantes rouges. Alors c'est les 3
chimistes ou astrophysiciens qui sont ici, qui ont découvert en 85, qui ont découvert quoi? Ben, qui ont fait la manip, ils ont simulé ce qui se passait dans l'étoile géante, ils l'ont simulé avec, en mettant des étincelles, des électrodes de carbone, et ils ont découvert des petites particules, ils ont mesuré la masse, et la masse c'était 720. Et 720, les chimistes ne font pas beaucoup de maths, mais enfin 720, ils avaient découvert que c'était 12, la masse atomique du carbone, multipliée par 60. Donc ils ont dit, ben, c'est des molécules c'est 60 atomes de carbone. 60 atomes de carbone, et ils l'ont représenté comme un icosaèdre tronqué, comme ceci, comme un ballon de football. Donc c'était très joli. Les collègues disaient, oui, bon, c'est un peu beaucoup d'imagination et pas beaucoup de science. Hein. Et ben, c'est encore la structure, on revient au grec, hein, c'est un dé très solide, alors non plus de Platon maintenant, mais d'Archimède, c'est-à-dire les streams qui sont ici, et c'est l'icosaèdre tronqué. Donc les 60 atomes de carbone s'arrangent. Alors pourquoi ça s'appelle Fullerène? Ben, c'est en hommage à un architecte qui s'appelait Buckminster Fuller et qui avait inventé les dômes géodésiques. Donc ça ressemble aussi à un Fullerène. Alors voilà Fullerène tel qu'il avait été découvert par ces astrophysiciens, le C60, mais on peut en synthétiser avec 70, avec 86, avec 100, avec 540. Donc vous voyez, des trucs de plus en plus gros. Alors ce qui est joli d'ailleurs, celui-ci, 540, le voici, et ça c'est quoi? Ça c'est le squelette d'un radiolaire. Les radiolaires, ce sont des microalgues, hein, unicellulaires, qui se protègent en faisant une carcasse en silice, SiO2, comme tout à l'heure. Et cette carcasse en silice, voilà, et la cellule est à l'intérieur, et vous voyez que cette carcasse, ben, c'est exactement pareil qu'un fullerène, en silice. C'est des unicellulaires qui ont trouvé ça. L'homme ne sait pas faire hein, ça. Bon, ça, je cite simplement Ernst Haeckel, qui est à la fois un naturaliste et un dessinateur qui a fait des albums absolument superbes, qui dessinent tous ces radiolaires, etc. Bien. Toutes ces nouvelles formes de carbone, c'est des choses qui sont en train d'exploser au point de vue des propriétés électroniques, etc. Donc il y a tout un tas d'applications existantes et potentielles, comme des transistors à effet de champ, des écrans plats à base d'atomes de carbone. Donc c'est vraiment un domaine qui est en pleine effervescence. Alors maintenant, puisqu'on est au carbone, j'ai dit le carbone, c'est la vie qui va être derrière, c'est la chimie organique et la vie. Alors, chimie organique, il y a quelques temps, 2-3 siècles, on pensait que les molécules organiques ne pouvaient pas être fabriquées par un laboratoire ou laboratoire, qu'elles ne pouvaient être fabriquées que par le vivant, par des organismes vivants. C'est ce qu'on appelait la force vitale. Alors, la force vitale, elle reste encore dans certaines publicités pour des crèmes pour ces dames, mais on a abandonné ça au point de vue scientifique. Et on sait que maintenant, l'homme est capable, le chimiste, hein, pas tous les hommes, les chimistes, est capable de fabriquer, de créer la matière organique. Donc c'est la synthèse de Wöhler, par exemple, qui avait fait la synthèse d'urée. Je pense plus importante était encore la synthèse de l'acétylène par Marcellin Berthelot. On retrouve ici le dispositif qui a servi à faire les fullerènes, les nanotubes de carbone, etc., hein, qui est dans le hall du Collège de France. C'est pareil, c'est-à-dire entre ces deux électrodes-là, on fait jaillir une étincelle, mais au lieu de mettre de l'hélium, c'est de l'hydrogène, et le carbone va réagir avec l'hydrogène pour donner l'acétylène. Alors ce qui est assez extraordinaire, là, c'est que non seulement c'est l'homme qui fait, et c'est pas simplement du vivant, mais il le fait à partir des éléments, à partir du carbone et de l'hydrogène. Wöhler était parti de molécules déjà synthétisées. Hein. Donc c'est vraiment la synthèse ex nihilo d'une matière organique et de tous les dérivés qui sont derrière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, maintenant, est capable d'élaborer la matière organique. Alors, on va donc avoir toute la chimie organique là derrière. La différence, je l'avais souligné, entre le silicium et le carbone, c'est que le silicium ne donne que des simples liaisons, et donc on va avoir ces espèces de chaînes, de feuilles, etc. Le carbone peut donner 2 liaisons, et par conséquent, CO2 et SiO2, c'est la même formule chimique, mais comme il y a 2 liaisons, l'édifice s'arrête là. Et par conséquent, c'est une molécule, ça n'est pas un solide. C'est une molécule avec toute la souplesse, la réactivité des molécules par rapport au solide, bien évidemment. Alors, je passe très vite. C'est tout le b.a.-ba de la chimie organique, avec des simples liaisons, des doubles liaisons, des triples liaisons. Bon, ça, c'est connu, c'est pas la peine de... Et donc, tous les composés
qui sont derrière les alcanes, les alcènes, etc. Alors, plus intéressant peut-être, c'est comment on va arriver là aux molécules de la vie, au vivant, hein, comment la nature a pu se débrouiller pour arriver au vivant. Alors, dans le vivant, je dirais qu'il y a deux molécules importantes, il y en a bien plus, mais importantes, c'est d'une part la double hélice, c'est l'ADN, parce que c'est le support de l'information génétique, hein, c'est ce qui fait que vous allez transmettre vos gènes, vos caractères à vos descendants. Et puis, c'est tout ce qui concerne les protéines, qui assurent tout le fonctionnement de la matière. Alors, on va voir comment c'est fait. Alors, l'ADN, en fait, c'est quelque chose de très facile à faire. Comment faire de l'ADN? Vous prenez 5 atomes dans tout le tableau périodique, vous prenez carbone, azote, hydrogène, oxygène et phosphore. Et avec ces 5 atomes, vous faites les 4 bases azotées qui sont ici, ces 4 molécules, hein, avec des simples et des doubles liaisons. Bon, je ne vous dis pas comment faire, mais enfin, ça se fait au laboratoire, ça c'est facile. Et ces molécules vont s'assembler 2 par 2. La guanine avec la cytosine, l'adénine avec la thymine, par des liaisons hydrogènes. Alors, j'en ai pas parlé, mais les liaisons hydrogènes, vous voyez, c'est des pointillés, c'est des liaisons très faibles, donc faciles à casser et à refaire. Et elles se couplent 2 à 2, et c'est en s'associant 2 à 2 qu'elles vont former la double hélice. Donc, vous voyez, 5 atomes, 4 molécules, vous faites l'ADN. L'ADN, c'est quand même tout le support génétique, toute l'information génétique de tous les êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Avec 4 molécules, vous refaites tout. Alors comment ça se passe? C'est un double brin, et à un moment donné, les brins se cassent en 2, et donc ça va faire 2 brins simples, et ces 2 brins, ils vont se reconstituer, c'est-à-dire, vous allez, hop, ça s'ouvre, et chacune des bases va récupérer la base conjuguée, et ça va faire un deuxième brin rouge ici, qui sera rigoureusement identique au précédent. Donc la fille est rigoureusement identique à la mère. C'est de la chimie simple, c'est simplement de la reconnaissance chimique. Il y a dans une molécule chimique une information qui fait qu'elle va reconnaître une autre et pas d'autre. Elles vont s'associer comme ça 2 à 2. L'autre famille de molécules qui est extrêmement importante, ce sont les protéines, et qui sont formées à base d'acides aminés. Alors, acides aminés, c'est des molécules qui sont comme ceci. Ce qui est important, c'est que d'un côté, il y a une fonction acide, carboxylate, pour ceux qui sont un peu savants en chimie, ici. Donc, le proton, ici, ça veut dire qu'il peut partir. Et de l'autre côté, une fonction amine, NH2. Ce sont donc les acides aminés. Et puis, au milieu, il y a tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a, dans le vivant, il y a 20 acides aminés. Les voici, avec le groupe latéral que j'avais écrit en R, qui est ici. C'est tout. Avec ces 4 bases, vous faites l'ADN. Avec ces 20 acides aminés, vous faites toute la matière vivante. Toutes les protéines de la matière vivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces molécules d'acides aminés, elles vont encore se reconnaître mutuellement. Vous voyez qu'ici, il y a une fonction OH, ici une fonction NH2. Eh bien, elles vont se reconnaître. On va éliminer une molécule d'eau et souder les 2 molécules. C'est ce qu'on appelle la liaison peptidique. Donc on passe de ces 2 molécules séparées à ce dimère, ce dipeptide ici, et la molécule d'eau, ça va. Et on peut continuer comme ça, on va avoir des chaînes de polypeptides, avec les groupons R latéraux. Alors ces chaînes vont se replier plus ou moins, il va y avoir des interactions entre différentes parties de la chaîne, les liaisons ioniques, les liaisons hydrogènes, les liaisons hydrophobes, du sulfure, enfin je passe, etc. Et donc elles vont se replier et spontanément, simplement d'après les lois chimiques, elles vont avoir des formes d'hélices, des formes de feuillets, etc. Et elles vont s'enchevêtrer les unes les autres. Et ça, c'est un schéma de l'hémoglobine que vous connaissez bien, c'est le transporteur, c'est dans le sang, c'est le transporteur de l'oxygène. Alors c'est une molécule compliquée, où il y a plusieurs chaînes qui s'enchevêtrent, mais ce qui est intéressant, c'est que le site actif, là où va se faire la respiration, c'est-à-dire là où l'oxygène des poumons va se fixer dans le sang, c'est sur l'atome de fer qui est ici. Et cet atome de fer, voilà, l'oxygène vient se former là, et il est à l'intérieur d'une cage, mais dont la géométrie est tout à fait particulière, qui optimise la fixation de l'oxygène. Donc au niveau des poumons, l'oxygène va venir se fixer là-dessus, partir dans le sang et ensuite être relâché dans les muscles pour la consommation d'énergie. Donc vous voyez qu'il y a tout un auto-assemblage qui est tout à fait extraordinaire. Alors la vie, elle est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années.
Comment le sait-on? Ben, on le sait parce qu'il y a des roches fossiles qu'on appelle des stromatolithes, qu'on trouve par exemple en Australie, voilà ces espèces ici, qui sont des roches calcaires qui sont en fait, ont été fabriquées, sécrétées par des cyanobactéries. Cyanobactéries, ça s'appelle aussi des algues bleues. Ce sont des microalgues qui font de la photosynthèse et qui fabriquent du carbonate de calcium. Et vous voyez que si on regarde ceci de près, vous avez des raies noires qui sont ici, et ces raies noires, si vous les regardez au microscope, eh bien, ça ressemble à des cyanobactéries d'aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ces roches, on sait les dater par radio, hein, et on sait les dater à 3,8 milliards d'années, et il y a dedans des fossiles de bactéries, de cyanobactéries. Donc la vie est apparue à cette époque-là. Alors la vie est apparue dans l'océan, et l'eau est évidemment un constituant indispensable à la vie. Alors ça, c'est le désert d'Atacama au Chili. Vous voyez que c'est pas terrible. Il pleut tous les 10 ans, hein, 10-12 ans. C'est pas comme en France, hein, ni en Bretagne. Il pleut tous les 10-12 ans, vous voyez que c'est parfaitement aride. Il se met à pleuvoir, dans les 15 jours, vous avez une végétation qui sort, des insectes, etc. Donc c'est vraiment à cause de la pluie que dans quelques jours, la vie repart. Bien. C'est joli en plus. Hein. Alors d'où viennent ces briques élémentaires qui ont permis de fabriquer la vie, c'est-à-dire les acides aminés, etc. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a, certaines viennent sans doute, même sûrement, de l'espace, puisque quand on fait de la radioastronomie dans l'espace, on décerne les spectres d'un certain nombre de molécules, l'acide cyanhydrique, l'ammoniac, l'acide formique, etc. Et que même certaines météorites, alors ça c'est la météorite de Murchison, qui est tombée en Australie, si je me souviens bien, le 28 septembre 1969, donc c'est pas très vieux. Et quand on regarde, qu'on fait l'analyse de cette roche-là, donc c'est du minéral, hein, c'est une roche, c'est une météorite, vous voyez qu'on trouve des acides aminés, qu'on trouve l'adénine, qu'on trouve même du fullerène. Donc on trouve un certain nombre de composants, dont certains sont les composants de la vie. Donc ils ont pu arriver sur Terre par cette façon-là. Et puis il y a une autre façon, c'est de dire, ça s'est formé dans l'atmosphère primitive. L'atmosphère primitive, c'était une atmosphère où il y avait beaucoup de carbone, d'ammoniac, etc. Il y avait des éruptions volcaniques, il y avait des éclairs, etc. Et tout ça, ça a peut-être bien fabriqué les molécules de la vie, les acides aminés, etc. Et ça, c'est l'expérience bien fameuse de Stanley Miller en 1952, donc vous voyez, encore 60 ans, qui consistait à mettre dans un récipient une source de l'eau avec une source de chaleur et à reconstituer l'atmosphère primitive ici et à faire des étincelles comme s'il y avait des éclairs. Et on regarde ce qui se fabrique et bien, on s'est aperçu qu'il y avait là-dedans un certain nombre de molécules organiques et en particulier d'acides aminés. Et une fois qu'on a ces acides aminés et puis les molécules, vous voyez qu'on peut imaginer et même mettre en évidence par analyse la formation d'un certain nombre de molécules qui sont typiquement les molécules du vivant. Donc, l'ADN, je crois qu'on sait faire la synthèse de l'ADN, j'ai vu des publications récentes là-dessus, à condition qu'il n'y ait pas trop de gènes. Qu'est-ce qui manque? Alors l'ADN, on vient de voir, les protéines, on vient de voir. Ce qu'il faut pour faire une cellule vivante, il faut une membrane. Il faut une membrane, et ce sont des membranes phospholipidiques qui permettent d'isoler l'intérieur de la cellule de l'extérieur, donc d'avoir un organisme. Alors ces membranes, ce sont des bicouches phospholipidiques, je vais revenir dessus, qui séparent le milieu extérieur du milieu intérieur de la cellule et qui contrôlent les échanges, qui protègent d'une part et qui contrôlent les échanges. Et ces phospholipides, alors ce sont des molécules telles que celle-ci, où vous avez une tête qu'on peut représenter par une bille qui est polaire, donc hydrophile, soluble dans l'eau, et une queue qui est purement organique, qui est hydrophobe, qui n'aime pas l'eau. Et bien quand ces molécules-là, vous les mettez ensemble, dans l'eau, elles vont s'associer et former ce qu'on appelle des micelles. Donc les têtes polaires hydrophiles à vide d'eau sont vers l'extérieur, vers l'eau, et toutes les queues hydrophobes vers l'intérieur. C'est du savon, hein, simplement. Ça s'appelle aussi un surfactant, ça s'appelle des phospholipides, mais enfin c'est simplement du savon qui va vous permettre de piéger la graisse. La graisse va rester piégée à l'intérieur, et ça va solubiliser la graisse. Alors, ça, on sait très bien faire. Et si vous faites ça, on ne voit pas très bien, mais vous allez voir que ça va vous former une paroi de cellules. Vous voyez, ces petites micelles qui s'agitent, c'est le mouvement brownien dans une solution.
Simplement, c'est filmé. Et puis vous allez les voir s'auto-associer. C'est un mot qui est important dans tous ces processus chimiques, c'est que les molécules possèdent une information. Et donc, ne vont pas se comporter n'importe comment. Il va y avoir des auto-assemblages qui vont se former. Vous voyez, on fait de la bicouche lipidique, et si vous faites ça avec de l'ADN, avec des protéines, ben vous allez pouvoir les enfermer dedans. Et on revient à Stéphane Leduc, qui avait écrit un autre bouquin qui s'appelait La biologie synthétique, c'est-à-dire, il dit, moi j'ai créé la vie, j'ai fait de la biologie synthétique, avec du minéral, mais ça c'est quelque chose qui est très à la mode maintenant, ça s'appelle la biologie de synthèse. Alors j'ai montré des trucs, par exemple, vous voyez, le 6 février dernier, c'est pas vieux, il y a eu un colloque là-dessus sur la biologie de synthèse. Donc c'est des préoccupations scientifiques. Un article récent, il y a 4 ans, dans Angewandte Chemie, sur l'origine des cellules primitives, qu'on appelle la protocellule, c'est un des essais qu'on fait en chimie, c'est de faire la protocellule, c'est-à-dire la cellule qui est juste avant la vie. Biologie de synthèse, ça c'est notre ministre de la Recherche, Fioraso, en février 2012. Et puis un article de Joël de René, qui est peut-être un peu trop optimiste, qui dit que dans 10 ans, on aura réussi à recréer la vie. Voilà, j'arrive à la fin de l'Odyssée de la matière, en essayant de décrire comment la matière divisée. Alors divisée, c'est quoi? Il y a eu cette explosion extraordinaire de Big Bang, donc c'est parti dans tous les sens, c'est encore en expansion, et donc il y a eu des particules de matière, entre guillemets, qui se sont formées, les nucléons, puis les atomes, puis les astres, etc., mais qui sont dispersés dans l'univers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette matière divisée, a priori, après une explosion, on pourrait penser qu'il n'y a que de la poussière. Elle s'est condensée. Elle s'est condensée, c'est parce que j'ai dit, tous ces objets s'attirent les uns les autres. Les étoiles, les planètes s'attirent par la gravitation, la liaison chimique, les forces nucléaires faibles, les forces, je n'entre pas trop dans la structure du noyau, mais elles se sont condensées, donc pour former de la matière. Et non seulement condensées pour former de la matière, mais j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait un programme, c'était auto-organisé, et donc on avait de la matière organisée. Alors maintenant, comment cette matière organisée est devenue vivante? Ça peut-être que mes collègues biologistes ou médecins me le diront, et encore plus pensante. Parce que ça, c'est encore extraordinaire. Comment on arrive à faire de la matière pensante. Voilà, c'est ce tour d'horizon de l'aventure de la matière, et donc de la nôtre, depuis le Big Bang jusque... Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des passages qui ont été rapides, pour moi déjà, donc j'imagine pour vous aussi. Soit sur les applications en aval. Oui, attends, je te passe le micro. Je vais essayer de montrer, c'est un peu la dynamique de ces affaires-là. Parce qu'on peut faire une description purement statique de la matière, cristal, machin. J'ai une question, parce qu'en fait, vous avez dit que les cristaux de silicium, là, ils sont hexagonaux. Oui. Parce que les molécules, elles sont arrangées comme ça. Oui. Mais le diamant, les molécules, elles n'étaient pas arrangées dans cette forme, en fait. Donc, alors attends, c'est pas des molécules, c'est les atomes, ou les ions, enfin peu importe. Donc c'est un solide qui sont arrangés d'une certaine façon. Et la symétrie, ce que je voulais simplement dire, c'est que la symétrie que vous avez à l'échelle atomique, donc quelques atomes, vous la retrouvez à l'échelle macroscopique. Alors ça a été, c'est toute la cristallographie, la cristallochimie, c'est-à-dire la détermination de ces objets-là d'après leur structure qui donne l'arrangement des atomes. C'est ça que j'ai voulu dire, c'était pas qu'il y avait une relation entre le microscopique et le macroscopique. Oui, alors j'aurais peut-être une question. Merci. À un moment donné, tu as parlé de, alors je ne sais plus à quel moment c'était, parce qu'il y a eu tellement d'items qui sont passés, de prédictions en chimie. Ma question serait été de savoir à partir de quand on a commencé à véritablement faire des prévisions, des prédictions dans ta discipline. Enfin, je ne sais pas, parce que
Les prédictions, je pense qu'on en a toujours fait. Oui, enfin, mais plus est-ce précis. qu'elles se sont vérifiées ou choses comme ça? Je ne sais pas donner une date. Enfin, pour pouvoir prédire, il faut d'abord savoir comment c'est fait. Voilà. Donc c'est le premier aspect que j'avais souligné, c'est la compréhension, c'est-à-dire la chimie, science de l'analyse. Tant qu'on ne sait pas c'est ce qu'il y a dans ce morceau-là, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Alors, par contre, à partir du moment où on sait ce qu'il y a dedans et on sait quelle en est, entre guillemets, la structure, la forme géométrique, etc., là, on peut commencer à prédire. Ben, la science, c'est quand même prédire. C'est chercher l'inconnu. Si c'est chercher ce qu'on connaît déjà, je dirais que ce n'est pas très intéressant. Alors, tu as fait un certain hommage à le Duc, la chimie de synthèse. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement différent entre son approche et puis les approches contemporaines qui semblent revenir, au moins si on en juge par les titres? Non, je pense pas que c'était un grand chimiste. Hein. Oui. Alors, il a fait beaucoup de bruit. Bon, les manifs sont très belles, hein, c'est très joli. Les jardins chimiques, je vous ai montré un petit peu les images, c'est superbe, c'est très excitant. Bon, ça n'a pas été très loin. Là, ensuite, il a fait de la pub, hein, c'est de la communication, en disant c'est la vie, etc. C'est pas la vie du tout. Il y en a qui sont allés un tout petit peu plus loin sur l'histoire de la vie minérale avec les argiles. C'était un Allemand dont je n'ai plus le nom en tête, qui, il y a quelques années, disait ben, finalement, un feuillet d'argile, c'est pareil que l'ADN, c'est-à-dire que c'est auto-reproductible. Vous prenez le feuillet d'argile, vous le dispersez dans l'eau, et puis l'argile va se reformer à partir de ce feuillet, et vous allez réobtenir de l'argile, comme les feuillets de graphène, etc., si vous voulez réempiler, et ça va se faire spontanément dans le cas de l'argile. Mais enfin bon, c'est pas la vie. Je crois, enfin je sais pas Pierre, ce que tu en penses, faire les briques élémentaires de la vie, les protéines, les trucs comme ça, c'est jouable. Les assembler dans ce qu'on appelle une protocellule, je crois que c'est jouable. Et c'est plus ou moins fait. Mais qu'ensuite cette protocellule vive, c'est-à-dire se reproduise, etc., ça c'est une autre histoire. Je ne sais pas comment ça marche. Et alors il y a aussi une approche qui me paraît intéressante, c'est celle de Jacques Ress, là, le bouquin dont j'ai parlé. Parce qu'on a tendance, nous, humains, à dire c'est vivant ou c'est pas vivant. Dans ce caillou-là, clairement, il n'est pas vivant, alors que moi, je suis en pleine vie. Hein. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Mais en fait, il y a des systèmes ou des organismes ou des trucs, on ne sait pas si c'est un virus. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est pas vivant? Alors c'est vivant, ça va vous filer le sida, des trucs comme ça. Mais un virus, pour se reproduire, il faut qu'il mette ses gènes dans une bactérie, des choses comme ça. Il ne sait pas se reproduire tout seul. Et donc, on peut développer ce qu'il appelle une logique floue, c'est-à-dire entre 0 et 1, c'est vivant ou c'est pas vivant, ben, il peut y avoir 0,5, 0,6, c'est-à-dire des systèmes qui sont plus ou moins vivants, qui sont entre les deux. Et ça, je crois que c'est une approche assez intéressante pour tous ces phénomènes du vivant, comment recréer la vie, ou comprendre simplement comment elle s'est formée. Bien, ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, oui, tu avais une question peut-être, oui, Pascal? Peut-être que j'ai pas eu vraiment l'opportunité de suivre tout en détail, mais est-ce que vous avez parlé beaucoup des applications? Je pense par exemple aux nanotubes de carbone. Quelles sont les applications? Non, je n'ai pas beaucoup développé l'aspect application, j'ai plutôt développé l'aspect la matière en elle-même. Hein. Alors les atomes de carbone, comme ça, je ne sais pas trop, mais enfin c'est du côté... Alors il y a du côté électronique. J'avais montré un transistor à effet de champ et il y a aussi du côté mécanique, hein, pour faire des fibres résistantes avec des nanotubes de carbone. Je pense que c'est les deux domaines, électronique et mécanique, hein, d'application. Mais il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Médical ou... Alors médical, je ne sais pas. Parce que ce qui est jouable dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle la nanomédecine, c'est-à-dire prendre des nanoparticules dont on sait que c'est très dangereux, parce qu'elles traversent les parois des cellules, hein, et donc vont dedans. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser ceci, parce qu'on peut mettre un médicament à l'intérieur de cette nanoparticule, s'arranger pour que la nanoparticule reconnaisse de façon sélective les cellules cancéreuses, et n'aille que dans ces cellules-là, et ne détruise que ces cellules-là. Alors, c'est pas particulier, ça peut faire, je crois que les nanotubes de carbone sont une des possibilités, c'est pas la seule. Mais ça, c'est un domaine auquel je crois assez. Je vous remercie. C'est très joli, hein, parce que quand vous faites de la chimiothérapie, vous injectez une drogue qui est nuisible pour les cellules, mais aussi bien pour les cellules saines que pour les autres, alors que là,
vous allez cibler uniquement les cellules cancéreuses et ne détruire que celles-là. Comme quoi, il y a toujours un bon aspect dans les mots. Les nanoparticules, c'est dangereux, il faut arrêter, etc. Mais il y a un aspect qui peut être intéressant. Et comment les fabrique-t-on, ces nanoparticules? Il y a plusieurs procédés, par pulvérisation par exemple. Tu prends une solution et on fait des petites gouttelettes dans une buse, on fait passer dans un four et puis ça te fait on en fait au laboratoire, il n'y a pas de problème. Non, ça c'est facile. Ou bien chimiquement, ou par les micelles que je viens de raconter. Il y a tout un tas de façons de faire des nanoparticules, selon leur nature. Alors après, il faut les décorer, il faut mettre des choses autour pour qu'elles n'aillent pas dans le foie, mais qu'elles aillent là où il faut qu'elles aillent. D'autres questions? Bon, on va s'arrêter là et puis te remercier d'être venu et vous remercier d'être venu aussi. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt.